Alright. Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. Assis ici, Alex. Aujourd'hui, je suis accompagné de Rémi de la formation de Malempire. Yes sir, Rémi, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super bien, content de t'avoir avec moi. Enfin, ça fait un bout ça fait un bout qu'on parle. Il y a eu plein d'empêchements, d'imprévus, puis tout ça. Mais là, on est là, puis on le fait en enfin. Chair et en os. Yes, content. T'as fait une bonne heure et quart de route là, pour t'en venir. Tu descends de Sherbrooke. Je te laisse te présenter, présenter ton band, puis on start là-dessus, mon gars. Yes, moi c'est Rémi, de la formation de Malempire. Dans la formation, je suis comme le compositeur principal, puis je chante, je joue de la guitare. OK. De Malempire, c'est une nouvelle formation, fait que c'est normal que ça n'allait pas sonner dans tous les oreilles du Québec, mettons. Mais on est des vétérans de la scène métal. OK. Ouais. Puis ça, de Malempire, vous avez commencé ça quand, ça? Officieusement, voilà peut-être 1 an, mais dans les coulisses, ça fait un peu pré-pandémie. Okay. On a commencé un peu avant la pandémie, c'est 2019-2020, dans ces eaux-là. Puis justement, on a enregistré un album après ça en 2022. Puis voilà, on est là aujourd'hui. Fait que, un petit slow start, comme on peut dire, mais ça nous a permis de peaufiner nos trucs, peaufiner la musique. Ben oui, ça. Il y a eu des bienfaits pour ça. Là. Ouais. Ça a donné du temps. Puis il y a des belles affaires qui sont sorties de la pandémie. Pour de vrai. J'ai eu peur que ça tourne tout alentour de ça. Mais le monde a été inspiré malgré qu'il se passait plus grand chose. Puis comment que l'idée du band a commencé? Comment que c'est venu? C'est toi qui a parti cette idée-là? Ouais, j'ai parti la machine. Moi, c'est un projet. Écoute, la genèse de cette band-là est un peu floue. C'est un vieux projet, vieux concept que j'avais en tête depuis belle lurette. Moi, mis à part tout ça, là, j'ai été dans des bands en tant que chanteur. Puis, j'avais jamais joué de la guitare, etc. Puis, c'était en 2013-14 que j'avais commencé à prendre ma guitare, puis essayer justement de gagner une certaine indépendance, puis créer mon propre stock. Puis, de fil en aiguille, c'en est venu à justement cette formation-là. Puis justement, quand la pandémie elle a frappé, nous, on était avec une formation qui s'appelle Gloria Victis, qui est du metalcore progressif un peu. Okay. Puis, ça a donné un gros coup dans ce band-là. Moi, ça m'a permis justement de... regarde, j'ai ce projet-là qui est sa slide. Je vais capitaliser sur le moment, puis je vais mettre du temps, puis de l'effort, etc. Fait que ça s'est concrétisé. Puis, voilà. Alright. Puis, comment que ça se passe un peu? Ça, tu parles, tu es le compositeur principal du groupe. Comment que ça se passe un peu avec les autres aussi? Puis, dans le fond, comment qu'on peut voir ça? Je suis un peu le capitaine du bateau. Donc, c'est moi qui en ligne, qui sait où est-ce qu'on s'en va, etc. Puis, je vais sortir les grosses idées. Je vais défricher le chemin. Puis, par la suite, les gars, ils viennent me rejoindre à un point X qui est préétabli. Puis, exemple, on compose une nouvelle chanson, ben, je vais lancer, exemple, un premier jet. Puis, on va se retourner la balle chacun dans la composition, en fait, dans la formation pour justement mettre la chanson à un autre niveau. Fait que c'est un peu comme ça que ça se déroule au niveau de la composition, surtout instrumentale, que je fais mention. Sinon, pour les lyrics, les paroles, etc., ben là, ça, c'est moi, dans ma bulle, dans ma tête tout seul, qui sort les textes et les concepts et toute la patente. Ouais. OK. Cool. Puis, comment que... C'est ça, sur quoi tu aimes écrire, tes paroles, de quoi tu aimes nous parler? Puis c'est un peu vaporeux, c'est un peu éclectique par moments. Ce que j'aime, moi, personnellement, c'est la poésie. Je sais pas si je l'ai mentionné jusqu'à présent, mais nous, c'est 100% francophone. Dans une scène métal où ce qui est vraiment dominé par l'anglophone, du métal français, parce que tu t'en vas en Europe, peu importe, tu vas en voir, mais ici au Québec, il y en a quelques-uns, groupes forts, mais pas beaucoup. Puis moi, ce que j'aime au niveau de la poésie, ironiquement, ce qui m'inspire beaucoup, c'est Pierre Lapointe. Je sais qu'on sort d'un autre credo complètement, mais pourquoi ce gars-là, sa plume m'inspire?
c'est que c'est pas des textes où ce que tu sais nécessairement où ce que ça s'en va. C'est pas, je me suis levé un matin, j'étais allé chercher une pinte de lait, j'étais revenu chez nous, le chat a chié sur le lit. Tu sais, il n'y a pas ça. Là. C'est super ambigu, c'est super place à l'interprétation, puis moi, je capitalise beaucoup là-dessus. Fait que, tu sais, j'ai une voix qui est tracée, mais par contre, une des balises qui est importante pour moi, c'est que de laisser place à l'interprétation. Par exemple, moi, mon texte, je vais te le montrer, tu vas avoir une interprétation X, tu vas le présenter à ta blonde, whatever, puis elle va peut-être avoir une interprétation qui est complètement dans un autre sens. Fait que c'est un peu cet esprit créatif-là, poétique, des métaphores, l'ambiguïté. OK. Puis, c'est-tu ta première fois que tu fais une formation en français? Ou... Oui, c'est la première fois. Ouais, qu'est-ce qui t'a donné envie de justement te lancer là-dedans? Écoute, ça, on va lancer sur une, sur une anecdote. Ce groupe-là avait pas. On tenait pas mordicus à ce que ce soit français. Moi, mes textes, je les avais écrits en anglais. C'est vraiment au moment crucial, c'est-à-dire enregistrer le vocal en studio, que j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui clashait. Puis j'étais pas capable de mettre le doigt sur c'était quoi. Puis, ironiquement, ben justement, on a été avec Max Lacroix, je sais pas si ouais. tu sais, bon, au House of Game, puis on avait enregistré une chanson complète en anglais, avec tous les textes que j'avais écrits. Puis après ça, en réécoutant la tune dans le char, j'ai dit, oui, il me semble il y a de quoi dans le thème, il y a de quoi dans la tonalité Qui marche pas. Qui marche pas, puis je suis pas capable de dire c'est quoi. C'était vraiment un feeling. Fait que j'en ai parlé au gars à ce moment-là, puis à un moment donné, justement, à force de sortir des idées, peu importe, on va essayer une nouvelle technique de vocal, on va essayer nanana. Puis on s'est dit, ben regarde, on pourrait essayer en français. T'sais. Puis je pense que c'était justement le drummer, Fred, qui m'avait sorti l'idée. Puis j'ai fait, ouais, je pense que c'est une bonne idée. On a essayé des tunes, cette dite chanson-là qui ne marchaient pas. On l'a essayé en pratique. Puis c'était le jour et la nuit. T'es arrivé en studio, puis ça a coulé super bien. Puis ouais. C'est-tu une adaptation pour toi de chanter en français comparativement à l'anglais? Quand même. La langue française est très carrée. Elle est moins... comment je pourrais dire ça, moins fluide, moins mielleuse que l'anglais. Puis ça, c'est quelque chose qu'on devait pallier. Il y a aussi le fait que, tu sais, moi, toute l'instrumental était écrite. Fait faut que tu adaptes les textes. Donc là, j'étais entre deux positions. Est-ce que j'adapte les textes anglophones en francophone ou je fais juste créer. Puis on est en studio, là. Faut pas se le rappeler. Fait qu'on a comme des deadlines. Finalement, puis c'est de l'argent. C'est de l'argent. Puis finalement, j'ai été vers la voie la plus difficile, c'est-à-dire on repart à zéro. Puis ben, ça m'a permis justement d'avoir un petit recul puis de mieux jouer sur les formules, sur le tone, comme on peut dire, là, de la voix. Finalement, ben, je pense que ça coule bien. Peut-être que l'auditeur va dire « ouais ». Ben, moi, j'ai pas haï mes écoutes. Là. J'ai écouté un peu ce que vous aviez fait, puis j'ai pas ici. J'aime beaucoup ce qui se fait en français dernièrement. Je trouve qu'il y a des hosties de bons textes. Souvent, c'est ça que le monde a peur, là, que ça tombe quétaine rapidement. Puis, parce que c'est vrai que ça peut facilement tomber quétaine. Parce qu'il y a beaucoup de mots pour dire beaucoup de choses. Puis, ouais, ben en fait... Puis il faut que tu choisisses comme il faut. Faut pas que tu ailles tout de suite à la facilité. Parce que c'est là que ça tombe hyper quétaine. Tu sais. Ben, il y a aussi... vas-y. Il y a aussi la problématique que notre référent est quétaine. La musique québécoise, francophone, qu'on s'est fait gaver, mettons, à la radio, etc., la musique grand public, ben, c'est un peu quétaine. On n'a jamais vraiment exploré le côté intéressant de la langue française, de qu'est-ce qui peut se faire, à part si tu t'en vas dans des groupes un peu plus niches, ou Pierre Lapointe, ou des groupes français, exemple Charles Aznavour, ou peu importe, j'en passe. Fait que, il y a un énorme potentiel qui est présent, mais oui, même quand j'écrivais les paroles, j'avais cette petite voix-là qui me disait faut pas que ça sonne quétaine, faut pas que ça sonne quétaine. C'est très vrai. Ah oui, je comprends. Je comprends ça. Mais c'est ça, puis je trouve ça super intéressant là, que il y en a de plus en plus là, qui se lancent puis qui le font, même des bands qui normalement vont faire que de l'anglo, vont sortir une chanson en français ou quelque chose. Puis je trouve ça super intéressant. Puis Chris qui a du talent pour vrai au Québec. Puis t'en fais partie, mon gars. J'ai vraiment aimé ça. Écoutez ça, je trouve que dans ce genre-là, il y en a pas tant non plus au Québec. Tu sais, vous
vous êtes capable de vous sortir du lot, tu sais, que c'est d'un style qui peut souvent aussi tomber redondant, là, qu'on pourrait dire, mais vous en sortez bien du lot, je trouve, puis j'ai vraiment aimé ça. Ça vaut la peine d'aller vous découvrir, puis de rester à la fin, puis d'écouter les chansons. Là. Merci pour ces beaux compliments. Yes, puis comment que toi, tu commences à jouer de la musique? Quand ça remonte tes premiers contacts avec la musique en particulier? Écoute, j'ai pas de background musical, j'ai pas de parents artistes. Ma famille, il n'y a pas vraiment d'artiste musical en soi. Je te dirais que. Faut que j'y pense, là, 2 secondes. Là. Mais ça remonte tard au. En fait, pour le jouer, ça remonte tard au secondaire. Mais mon amour pour la musique en tant que mélomane, ça, c'est TQ que ça a commencé. Là. Autant par. Mon père, qui, lui, justement, dans son passé, dans les années 80, c'était Metallica, Iron Maiden, tout le kit. Mon beau-père, que lui, c'était vraiment Gorguts, Cannibal Corpse. Gros métal. Gros métal. Puis, moi, j'ai grandi avec le nu metal, les Korn, Slipknot, System of a Down de ce monde-là. Puis, j'ai vraiment été accroché par cette voie-là. Puis, je comprends, je l'ai été aussi. Ouais, ok, bon, on va voir. J'ai 30 ans, fait qu'on doit. J'ai 30 ans. 30 ans, bon, let's go. mais, tu sais, l'idée de jouer de la musique, pour moi, c'était utopique, là, c'était inaccessible. Mon beau-père en jouait de la guitare, mais de là, moi, me donner le droit de jouer de la musique, c'était même pas une réflexion que j'avais. Okay. Par contre, tard au secondaire, je te dirais secondaire 3, 4, puis ça s'est plus concrétisé en secondaire 5, mettons. Fait que, 15, 16, 17. J'avais un ami que lui, justement, il s'est monté un petit studio, il y avait un drum, il y avait des amplis, puis ça arrivait des fois que durant les parties, petits parties de secondaire, qu'on montait dans son grenier, puis qu'on jammait, mais tu sais, je sais pas. N'importe quoi, là. N'importe quoi. Puis à un certain point, la musique était tellement forte, puis moi j'essayais de screamer, puis je veux dire, dans le temps... tu t'arraches la gorge, les premiers screams. Exact. Puis tu sais, oui, il y avait le YouTube qui existait à l'époque, mais moi je proviens d'un petit village qui s'appelle Saint-Edwidge de Clifton, puis l'Internet, elle rentrait pas. Fait que c'est vraiment, on y va comme on peut. Fait que moi, mon but, c'était juste de crier, puis tu sais, ça arrivait le soir, on t'en revient en char ou peu importe, puis tu sais, t'as quasiment du mucus de sang, là, qui t'as plus de voix pantoute, là. J'ai passé par là aussi. Ouais, OK. C'est ça, à un moment donné, le PA était tellement fort, puis c'est là que moi, ça a débloqué, puis c'est là que le petit Grichou a sorti. Puis ironiquement, ben, on a dit, mais crime, je pense qu'il y a de quoi à faire. Puis on avait sorti 2-3 compos, on avait fait des covers, on avait fait un spectacle dans notre école secondaire. Puis, okay. À partir de ce moment-là, moi, après mon premier show, je pense que j'ai été 2 semaines, c'est VAP, là, sur un nuage de wow, je suis une rockstar. Ah, tu le filais, là. Je le filais. Puis, tu sais, ça n'a pas été long après que cette espèce de flamme est née là. Puis j'ai formé mon premier groupe, on a exploré la scène underground, puis zéro c'était quoi, là, que ça existait. Nous on pensait, tu fais un band, ça marche, tu fais des stadiums. On pensait pas qu'il y avait une scène underground puis qu'il y avait des étapes à monter. Fait que, ouais, ça... La naïveté du moment. Puis regarde, on fait encore de la musique aujourd'hui. Fait que la naïveté n'est jamais bien partie. Mais non, on y rêve toujours un petit peu. Exact. Puis à ce moment-là, est-ce que tu faisais juste chanter ou tu jouais de la guitare aussi? Juste chanter, juste écrire des textes. J'avais jamais vraiment pris le temps de toucher un instrument. Puis ça, je veux dire, j'ai parti sur le tard, puis je pense que c'est comme le résumé de ma carrière musicale. Tout est sur le tard. Mm-hmm. Ma première guitare, ça a été une guitare acoustique en 2013. Puis tu sais, je veux dire, j'avais quel âge en 2013? Je devais avoir 20 ans, 21. Mm-hmm. Puis j'ai commencé à jouer de la musique pour vrai comme en 2015-16. Ça fait pas très longtemps, mais j'ai tellement baigné dans la musique que même si tu n'en joues pas d'instrument, tu t'observes, tu prends des notes, etc. Fait que c'était pas l'étape là était pas si grande. Il y a une intervention que je vais dire. Il faudrait que tu te rapproches un petit peu du micro, ça a de l'air. Dans le chat, on a demandé ça. Excusez, chat. Ça vaut la peine de le mentionner. Merci, Mysterio Mystère, qui est dans le chat en ce moment.
Puis, ouais, c'est ça, excuse, j'ai perdu un peu le fil, mais ouais, c'est ça, bon, j'ai perdu le fil. Merci, Mysterio, tu m'as fucked up, là. Je pense qu'on était rendu. Mais, Justement, j'ai pris ma première guide. Puis, ouais, c'est ça, ta première guide. M'asseoir pour composer vraiment comme 2015-2016. Puis, dès que j'ai commencé à vouloir composer, l'idée de créer un projet où ce que moi, je joue de la guide est née. Fait que de là, la genèse qu'on parlait tout à l'heure concernant De Mal Empire. Donc, voilà. All right. Puis, est-ce que ton premier show en jouant de la guitare, t'étais-tu nerveux? Ou... Ouais, Ouais? Quand même, j'ai senti une nervosité que j'avais pas senti depuis des années. Les petites mains qui shake avec la guitare. Ben, tu sais, tous les pires cauchemars d'un guitariste, là, tu sais, il n'y a plus de son. Le pic, il tombe à terre. N'a pas d'accroche après le mic, là. Non. Tombe à pas terre. pensé à ça. C'est ça, tu sais. Puis le défi que moi je rencontre, c'est que je dois chanter aussi en même temps. Fait que tu sais, des fois, c'est pas tout le temps évident. C'est sûr que la pratique, elle vient sécuriser bien des choses, mais tu sais, en show, c'est autre chose. Au même titre qu'un chanteur, mettons, moi, ça m'est arrivé, il y a une ligne que j'oublie, puis je fais juste n'importe quoi. Mais là, c'est la plus Magic dur. du Scream, hein? Ouais, c'est ça, c'est plus dur de comme, OK, quel instrument que je botche à ce moment-là, tu sais. Mais non, ça s'est super bien passé, puis je fais ça comme un champion. All right. Puis, comment tu as trouvé ça, justement, aller en studio, puis t'impliquer aussi de côté instrumental, puis tout ça? Maintenant? Ouais, ça, c'est... Ben, surtout dans ce projet-là, j'ai été présent comme dans superviser, si on veut, toutes les étapes, là. Ce qui est une charge de travail qui est complètement cinglée. Puis, justement, à ce moment-là, moi, j'avais un emploi qui me permettait d'être super flexible. Donc, ça me permettait d'être là du début à la fin durant le studio. Mais c'est un peu aliénant faire plusieurs étapes, c'est-à-dire la git, mettons, je sais pas moi, j'ai peut-être fait 25-30% de la bass, ensuite le vocal, ensuite l'oreille pour la production, etc. Fait que c'était assez aliénant, c'était un énorme défi, mais au bout de la ligne, même si c'est tough sur le moment, après ça, t'es comme super fier, puis comme, wow, c'est sûr, là, je l'ai tu te fait, sens impliqué en plus dans tout le processus. Exact. Puis c'était-tu dans tes plus belles expériences d'être impliqué autant que ça, comparativement à ce que tu aurais pu faire avant? Oui. Oui. Oui, dans le sens que oui, c'est le fun parce que tu vois vraiment toute l'évolution de ton bébé. Fait que pour ça, c'est super le fun. Ce qui est moins le fun, c'est pour la santé mentale. Surtout, tu sais, exemple, moi, je suis très, très, très minutieux, très perfectionniste. Fait que, tu sais, ça, c'est ma faute, là, mais je veux dire, ça joue pas beaucoup dans la balance. Surtout en studio, ce que c'est comme, hey, là, ta shot, là. Je veux dire, tu peux pas revenir en arrière par la suite. Fait que mais d'un coup que la chanson est enregistrée, c'est ça. Là. Ben, c'est ça. Puis oui, tu peux revenir en arrière, mais il y a des coûts reliés à ça qu'on n'a pas nécessairement quand on est un band underground. Donc c'était tous ces aspects-là, mais tu sais, c'est pas quelque chose qui me mettait à terre pour autant. Là. C'était plus une bonne anxiété de coup de pied dans le cul là, pour avancer. Fait que, ouais, c'est ça. Puis, tu sais, justement, pour ta question, moi, les autres albums EP que j'ai fait par le passé, ben, tu sais, c'était en tant que position de chanteur. Fait que, c'est quand même la belle vie, là. Versus jouer de la guitare, ton playing doit être parfait, tu sais. Puis moi, ben, tu sais, je veux dire, ça fait pas des années que j'en joue, fait que je suis pas... ça, puis t'as pas des années de studio, t'as pas des... Non, c'est ça. C'est ta première expérience. Ben, de studio, non. Avec mes bands passés, j'en ai fait beaucoup d'opus, mais tu sais, à la guitare, c'était autre chose. Fait que, mais, tu sais, ultimement... Non, mais c'est ça, je voulais dire, ta première expérience, c'est à la guitare. Ouais. Fait que... Je dois faire une comparaison entre qu'est-ce qui était le plus stressant, faire le studio puis un show, le studio remporte haut la main. Ah ouais. Ça, c'est le travail pour le plaisir. Exact. Mais tu veux pas avoir l'air d'un cave non plus. Tu arrives, puis tu penses que t'es préparé, puis pas capable d'enchaîner 2 notes parce que le stress kick in. Ou, je sais pas, plein d'aspects, là, mais ouais. Puis, justement, tu me parlais de ton premier show, que tu as eu 2 semaines de hype, puis tout ça. C'était dans quel contexte que tu as fait ce show-là? Nous, on avait... C'est dans quel contexte? Ben, en fait, c'était un petit band
garage, là, de jeunes lionceaux qui sortent du secondaire. Puis, tu sais, on avait loué justement notre école secondaire. On avait, nous, on a été justement à l'école à la Frontalière à Quaticook. Puis, il y avait une espèce de place publique, puis un endroit pour faire des stages qui était quand même relativement adéquat. On avait un gars justement de sonorisation, tu sais, la grosse patente. Là. Puis on avait loué, on avait engagé des groupes métal ou tu sais, folk, punk, tu sais, qui pouvaient avoir une certaine cohésion avec nous. Fait que tu sais, c'était vraiment comme un show. On organisait un show à la underground sans savoir connaissance de cause que c'était comme ça que ça fonctionnait. Là. Fait que c'était un peu ça le principe. Alright, puis est-ce que c'était de quoi de stressant d'organiser tout ce show-là, puis de t'assurer que ça fonctionne bien? Quand même, parce que on n'avait aucun référent sur c'était quoi un show. Autant, tu sais, de l'organiser que de le performer. Fait que, tu sais, c'est comme l'adrénaline, l'anxiété était dans le tapis. Fait que, tu sais, à ce moment-là, il n'y a personne de rationnel. On est juste... on est juste les yeux bandés puis on voit plus rien. Là. Fait que, mais on s'en est bien sorti malgré le contexte. Donc, c'est-à-dire, on n'avait pas beaucoup d'expérience, mais ça a bien été. Puis, c'était vraiment des jeunes qui font un spectacle. Ce qui veut dire que les parents étaient là pour encourager, tous les amis, etc. Fait que c'était vraiment le fun. Ah, c'est un genre de contexte plaisant que ouais. Pour que tout se passe bien. Là. Exact. Tous les amis viennent. C'est la première fois, on va venir. Ouais, c'est ça, exact. Après ça, t'es cherchant. Ouais, exact. Après, on a été capable de remplir l'école secondaire. Puis, je veux dire, c'est utopique de penser que nous, demain matin, on fait ça puis on remplit la place. Là. Fait que, ouais, c'est... Puis, comment que tu trouves tes membres qui t'accompagnent dans le groupe? Tu peux nous les présenter aussi en même temps? On a Michael Mongeau qui est à la guitare. On a Frédéric Corbeil-Smith qui est au drum. Puis on a Matt Lapelle qui est à la basse. C'est tous des personnes que j'ai travaillé de près ou de loin par rapport à mes anciens bands. Je suis dans un exemple, Michael puis Fred, donc le guitariste et le drummer, on travaille ensemble depuis 2011 environ. Donc, 2011. Puis Matt Lapelle, c'est qu'avant, je sais pas si tu connais le référent, le Red Dusk Studio à Saint-Hyacinthe. Non. C'est comme ça, non. Je pense que c'était 2007-2008 jusqu'à 2013-2014. Puis c'était comme un pionnier dans justement tout ce qui était metalcore, deathcore, etc. Puis lui, il y avait un band justement qui s'appelait Arise Horror. Puis justement, on avait enregistré dans le temps avec notre ancien groupe Glory Victis, on a enregistré avec lui. Puis ça a super cliqué. Puis on a toujours resté relativement proches, parler de musique, parler d'une éventualité que ça serait intéressant de faire un projet. Puis justement, à m'emmener, le poste de bassiste était ouvert. C'est ouvert, ouais. On n'a pas hésité. Là. OK. C'est un gars de Saint-Hyacinthe, puis 3 gars de Mont-Patelin, là, à Sherbrooke. Ouais. OK, cool. Puis justement, tu sais, comme tu disais, c'était toi qui compose la majorité. C'est quoi un peu leur participation dans la composition? Puis... mettons, je peux faire du cas par cas. Matt Lapelle, lui, il est arrivé en fait sur le tard, là, donc il est arrivé durant la composition, l'enregistrement de l'album, donc il n'a pas enregistré dans l'album. Donc là, en ce moment, on est en train de travailler du nouveau matériel. Il est impliqué dans ce travail-là. Michael, initialement, on était comme ça a changé. Là. Il y a eu du va-et-vient de membres au sein de la formation. Puis Michael, lui, était bassiste à la base. Il était même drummer avant ça. OK. Puis justement, Fred s'est greffé. Michael a dit, regarde, Fred, t'es vraiment meilleur que moi. Je vais aller à la bass. Donc, etc. Puis lui, dans le fond, il va sortir... C'est comme un peu une boîte à surprise, c'est-à-dire qu'il va pas pondre du stock à chaque semaine. Par contre, quand il va te sortir de quoi, c'est presque fini, c'est excellent. T'aimerais dire ouais, pas ça, mais tu peux pas. Okay. Fait que son implication est super, super importante. Puis il y a une belle oreille, une belle analyse de mettons mes trucs que je vais lancer, que des fois c'est de la boîte, mais lui il va être capable de polir la chose. Le band, c'est un peu comme une chaîne de montage. Là. Ouais. Moi, je vais sortir... Moi, mon talent brut, je peux dire ça comme ça, c'est de
de monter une chanson. Fait que je vais pas faire les meilleurs riffs, je serais pas nécessairement capable de sortir une tune qui est tangible, complète, puis prenez ça, c'est fini, merci, bonsoir. Tu peux faire un bon canevas, là, mettons. Exact. Fait que, je vais sortir des maquettes, puis après ça, ben, chacun, on va peaufiner la chose en groupe, puis on va sortir quelque chose. Il y a des fois que, il n'y a pas de structure établie à 100%, donc des fois, je vais sortir une tune de, pas moins 8 minutes, puis ben, c'est ça, puis les gars, ils disent, ben, moi, j'ai rien à changer, puis on y va avec ça. Fait que, il y a pas... ce qui est le fun, c'est qu'il n'y a pas d'ego qui règne dans la formation. Donc, on est vraiment conscient de quand une tune doit respirer, quand on doit ajouter ça. Puis, ça fait tellement longtemps qu'on se connaît qu'on est capable de se parler aussi. Donc, ça aide beaucoup. Ah, c'est sûr, ça, parce que quand les égos commencent à se pogner, c'est là que les bennes peuvent péter, là, puis que tu vois ça, il y a tout le temps du roulement dans le ben, ou il y a quelque chose qui se passe. Là. Exact. Puis aussi, ça se ressent qu'il y a moins de plaisir, ou quoi de même au sein du band, tu sais. Fait que ça aussi, c'est pas bon pour la formation. Puis, justement, par rapport à ça, comment que tu procèdes, toi, quand tu composes? Est-ce que tu composes la musique en premier, les paroles ensuite? Ou des fois, tu es un peu free fall là-dedans? Ou... Très chaotique. Ouais? Très, très chaotique. Moi, j'aime travailler, j'aime être créatif, sortir du stock. Puis j'aime pas ça m'imposer trop de limitations par rapport à ma créativité. Donc c'est pour ça que c'est un peu justement pêle-mêle puis c'est chaotique. Parce qu'un matin, je vais me lever, je vais vouloir écrire un texte ou je vais vouloir écrire une histoire. D'autres, ça va être un poème. Des fois, c'est juste un riff de guide. Des fois, ça va être une idée complètement à l'inverse. Le plus gros défi là-dedans, c'est de rassembler toutes ces idées-là puis de faire quelque chose de tangible. Donc, tu sais, à la guitare, je suis pas quelqu'un qui va vouloir parfaire mes habiletés. Je vais pas vouloir apprendre des chansons de Ben. Moi, ça m'attire pas. C'est pas pourquoi que je joue de la guitare, exemple. Okay. Fait que, moi, je prends ma guitare, j'essaie de sortir du stock, je vais me filmer avec mon sel. Après ça, je vais... retenir le riff, faut que je le riff. Ouais, j'ai aucune mémoire, zéro. Là. C'est sûr que je fais de l'Alzheimer plus tard. Là. Fait que j'ai à peu près 1001 vidéos dans mon sel. Puis après ça, ben, je laisse mijoter le tout, je laisse reposer ça. Puis parfois, je vais partir sur une autre chose, je vais oublier complètement ce que j'ai enregistré. Puis des fois, je vais être sur mon cellulaire, puis mais ça fitterait, puis je raboute le tout. Ce que j'aime bien faire, puis c'est une première expérimentation avec ce groupe-là, puis on l'a fait avec l'album qu'on a déjà enregistré, c'est que j'aime l'idée de faire un album comme traditionnel. Là. Moi, je pense que la musique, c'est comme ça que ça devrait être écouté, et non des singles, des EP, puis de la consommation rapide. On vit dans une ère numérique, là. C'est un peu ça. On essaie d'être à contre-courant, mais nous, c'est comme ça. C'est ce qui nous a attirés vers la musique. Donc, on trouve ça logique de faire continuer cette roue-là en créant des albums, en créant des concepts, etc. Donc, des fois, je vais faire un concept, je vais me dire certaines balises, puis je vais essayer de m'inspirer de l'émotion de ces dites balises-là pour créer la musique, pour l'appuyer. Des fois, je vais, exemple, comme là en ce moment, on a plusieurs chansons, mais je le sais qu'ils ne fiteront pas toutes dans le même contexte. Donc, il y en a que ça ne sortira pas tout de suite. On va garder ça quand le temps sera venu. Donc, on n'essaie pas de précipiter les choses non plus. Là. Voilà. Ouais, c'est ça a beaucoup changé, là, l'écoute du monde. Puis pas en temps d'années, là, mettons. Là, comme nous, on va écouter un album de A à Z. On recule de 4 ans après nous, puis ça écoute au single. Là. Ben, moi, je pense que, ironiquement, la pandémie a fait vieillir beaucoup les choses. Hein. On entend souvent parler de la pandémie, c'est un saut de comme 10-15 ans. Puis je pense que c'est vrai parce que tout le monde était isolé, tu n'avais plus accès nécessairement à l'extérieur, tu n'avais plus accès à ton voisin ou presque. Fait que tu te retournes vers quoi? Ben, tu te retournes vers le numérique. Tu prends un exemple parce que le numérique, c'est facile. Là, je veux dire, on est capable de faire ça. Il n'y a personne qui va nous écouter dans son char parce qu'on a été dans un studio de radio, peu importe. Fait que, ça apporte beaucoup de choses. Puis je pense que derrière chaque bonne chose, il y a quelque chose qui est mauvais. Puis moi, personnellement, il y en a que ça aide. Il y en a qui se sont fait connaître juste avec un single, puis leur carrière a été propulsée.
Mais qu'est-ce qui arrive aussi pour les bands, qu'est-ce qui est intéressant de les sortir en single, mettons, pour Spotify, c'est qu'à la place d'avoir une chanson dans ton album, c'est que tu peux avoir 12 chansons qui vont se ramasser dans les playlists. Exact, ouais. Fait qu'il y a des côtés de même, mais ça que je vois, là, ça fait plusieurs que je parle, là, qu'ils vont sortir un album, mais ils sortent une chanson par mois, mettons. Ouais. Fait comme ça leur permet justement parce que là, c'est ça, le monde veut avoir de quoi tout le temps à se mettre ça dedans. Puis, fait que c'est comme des techniques, puis ça te permet en plus d'avoir toutes tes chansons qui ont une possibilité de se ramasser dans une playlist. Là. Fait que c'est-tu des visions peut-être que vous avez des fois de faire ça comme ça pour aboutir à sortir l'album complet ou Ben, je te dirais que je suis 100% d'accord avec ça parce que un album, tu vas travailler dessus 2 ans, 1 an, voire plus. Puis ça meurt dès que ça sort. Ça va durer 1 mois, 2 mois. Puis là, je veux dire, il y a des critères qui font en sorte que ça va être de moins en moins long. Style, je suis un band underground indépendant. Je sors un album aveuglément dans l'Internet. J'ai mes amis qui vont l'écouter, puis ma mère. Fait que oui, c'est une bonne idée. Ça fait comme travailler l'algorithme, le SEO de Google, etc. Mais je sais pas. On avait commencé de cette façon-là. Puis finalement, on s'est dit, on n'a pas assez de tremplin d'écoute pour que ça vaille la peine. Donc, là, en ce moment, pourquoi que c'est long pour la sortie d'album? C'est qu'on essaie de se greffer à une plateforme quelconque qui va nous aider, qui vont déjà avoir une fanbase. Puis, exemple, nous, exemple, un label ou peu importe. Fait que tu viens déjà attirer des écoutes que tu n'as pas à travailler. Donc, c'est des écoutes passives, si on veut. Puis, c'est ça. Je suis en train de me casser la tête sur comment qu'on pourrait zigonner ça pour que ça fonctionne. Parce que c'est pas évident non plus. Là. Avez-vous des labels en tête que vous visiez? Ou? Ouais, sans me prononcer davantage, on est comme dans une... J'utilise beaucoup d'anglicisme, là, mais on est dans une loupe à savoir s'ils vont nous prendre ou pas par rapport à un label européen. Puis si ça marche, tant mieux. Sinon, on va se retourner vers autre chose. Mais on essaie de viser justement un label qui nous rejoignait au niveau de nos valeurs, c'est-à-dire mettre en avant la créativité en avant-plan, l'écoute d'albums, etc. Donc, on est comme dans cette attente-là. Puis, je veux dire, la business, la musique, etc., c'est extrêmement long. Fait que c'est du travail de patience. Ouais. Puis c'est quoi que vous aimeriez attaquer les Europes puis tout ça en travaillant justement en voulant chercher un label là-bas parce que la musique métal puis tout ça est très forte là-bas. Là. On pense que la musique métal en ce moment, notre style au Québec et environ, on pense, peut-être que je me trompe là, mais on pense pas que c'est tant ça que le monde recherche. On se fait pas pitcher des tomates parce on fait un show, mais je pense qu'on a plus de progression au niveau écoute, niveau engouement, créer notre niche en Europe. Puis c'est ça, fait qu'on aimerait concentrer nos efforts là, mais en même temps, c'est tellement un gros monstre à attaquer parce que il n'y a pas de livre qui existe qui dit « OK, vous voulez aller en Europe? Voici les étapes à suivre. » La musique, c'est du bouche à oreille, puis malheureusement, le monde a tendance, les personnes qui ont eu un certain succès ont tendance à garder l'information exclusive, là, un peu de façon élitiste. Donc, c'est dur d'aller chercher les verres ici à gauche et à droite, là. Puis c'est comment un peu votre plan d'attaque, justement, pour avoir un peu plus d'écoute en ce moment? Là? Qu'est-ce que vous faites de votre possible? Ben, on essaie de travailler fort pour se greffer à des shows intéressants. Il y a l'aspect aussi que nous, ça fait quand même plus de 10 ans qu'on est dans le underground. On sait comment que ça fonctionne. Là. Ça peut paraître super autant, mais ça ne l'est pas. On en a fait, là, la roue a tourné. On est un peu aigri sur les shows qu'on veut faire. On ne veut pas aller monter à Ottawa comme on a déjà fait, jouer dans un sushi shop puis qu'il y ait 10 personnes. Tu prends
toutes les informations sur la table, puis c'est pas une bonne idée. C'est quand même, oui, ça va être 10 personnes, il y en a qui vont dire, ben, fais des shows, roule ta bosse, puis c'est comme ça, mais... Mais c'est-tu utile? C'est-tu utile? Puis il y a aussi l'aspect monétaire derrière ça, que, v'là 10 ans, c'était correct, 4-5 gars qui se split le gaz, on monte, ça te coûte pas un bras. Là, aujourd'hui, avec l'inflation, c'est vraiment une autre paire de manches. Puis, il faut vraiment que tu sois stratégique puis pas colon dans tes décisions. Parce que, oui, la naïveté, c'est super beau dans ce domaine-là, mais ça peut vraiment te mettre à la rue, là, autant dans toutes les dépenses qui sont prérequises pour avoir un band qui est décent. Là. Donc, c'est ça. Il y a beaucoup de travail analytique. Il faut être adulte. Oh là là, la partie le fun. Non? Ah, c'est ça. Plate. Rabougri. Puis, est-ce que vous prévoyez faire peut-être des clips, des choses comme ça? C'est de quoi que vous envisagez? Ouais. Justement, aujourd'hui, j'ai envoyé des notes là, d'une version d'un clip qu'on a fait pour une de nos chansons. Justement, on est en editing de une de nos chansons. Puis, moi à la mitaine, j'ai réussi avec mon collègue... mon collègue, c'est pas mon collègue, là, mais mon ami qui a fait une captation live, puis on a édité ensemble, puis justement, ça, c'est prêt, mais on se garde, on a beaucoup on a un album, on a des clips, on a de la merch, on a ci, on a ça, puis on la conserve pour que quand le moment va être venu, mais on va être prêt, puis tout va débouler. Fait que on conserve, mais ça, c'est vraiment difficile, là. C'est que tu dors avec... un projet que tu as envie de montrer à tout le monde. Que tu as envie de montrer à tout le monde, puis que tu es tanné d'avoir, parce que tu peux, mettons, moi personnellement, oui, on est dans un processus de composition d'autres chansons, mais il y a comme toujours une espèce de main qui te tire par en arrière en disant, ouais, mais ton premier album, il n'est même pas sorti. Fait que c'est dur de passer à autre chose quand c'est en suspens sur ta tête. Là. Puis comment que vous prévoyez ça, un peu la sortie de ce premier album-là? Avez-vous des plans un peu? Pas vraiment. Ça va dépendre du contexte rendu là. T'sais, si ça marche avec le label, ben, on va être, on va avoir une meilleure plateforme pour pouvoir diffuser. Puis le plan d'attaque qui va être différent que si finalement on abdique à y aller indépendant, parce que ça va être pas mal ça l'envers de la médaille si ce qu'on a tramé en ce moment ne fonctionne pas. Donc, puis ça va être le classique, là, petite tournée au Québec, peut-être Ontario, on fait ce qu'on peut, puis voilà, ça va être classique. Good. Puis de où vient le nom de la formation? Pourquoi tu as choisi ça? De Mal en Pire, ben en fait, on avait un autre nom qui était anglophone à l'époque. Avant. Qui ne fitait plus avec le mouvement francophone. Ben c'est ça, c'est un peu ironique, puis je veux dire, ça fonctionnait pas, donc on a dû changer de nom. Puis je me souviens plus exactement comment ça en est venu, mais il y avait le contexte qui pesait beaucoup dans la balance sur notre choix de nom, qui est de Mal en Pire, qui signifie en fait d'aller de plus en plus mal. Puis ça, en fait, c'est une expression qui date, je pense, puis vous allez pouvoir googler pour me contredire, mais je pense que c'est au 13e siècle. Justement, les gens disaient l'expression de Mal en Pire, de plus en plus mal. Puis, au fil du temps, aujourd'hui, ce qu'on entend plus, c'est de Mal en pis. Donc, moi, je préfère la sonorité de Mal en Pire. Puis, tu sais, c'est très cynique. Puis, je pense que ça fait un beau reflet avec notre musique, avec les textes qu'on aborde. Tu sais, que c'est un peu sombre. Donc, de Mal en Pire, je pense que ça résume bien l'essence, l'identité du groupe. Ah, right, c'est intéressant. Man. Puis, qu'est-ce qui justement, tu parles de c'est un côté sombre puis tout ça. De où tu penses que ça provient, ce côté-là? C'est-tu des antérieurs en dedans de toi? C'est-tu juste des observations? Ben, je pense fondamentalement, je suis quelqu'un qui est assez sombre, assez cynique, assez aigri en quelque sorte. Puis, ben, tu sais, moi, la musique, c'est pour ça que j'en fais encore à 30 ans. C'est un peu comme mon journal intime où je sors mes bébites. T'sais. Mais c'est vraiment thérapeutique là, pour toi. Vraiment thérapeutique. T'sais, je me vois pas dans un monde où j'en fais pas. Si un jour je prends la décision
que j'arrête la musique pour X, Y, Z raison, je sais que ça va me suivre puis ça va toujours me travailler. Au même titre que quelqu'un qui va jouer au hockey puis qu'il va continuer à jouer au hockey les soirs de semaine. Avec les jeunes. Exact. Je pense que quand tu as une passion profonde, ça va te suivre toute ta vie. Donc, c'est ça, c'est cet effet-là. Mais j'avais justement la réflexion de... Mettons, quand j'écris, souvent, je vais commencer... Ben, comment je peux dire ça? Je me mets dans des états pour refléter un peu le texte, pour vraiment comme le sentir, puis que le lecteur le sente. Fait que ça a un effet thérapeutique, mais genre à quel point? C'est juste une roue qui tourne, tu sais. Tu te fais du mal en jouant de la musique, puis tu te délivres de la musique. Puis... Fait que, en tout cas, j'extrapole, là, mais ouais. Je comprends ce que tu veux dire. Mais est-ce qu'en bout de ligne, tu as l'impression que ça te fait du bien? Ouais. Littéralement, ouais. Ça donne un objectif de vie aussi, tu sais, de faire de quoi de concret. C'est une sorte d'héritage, tu sais, même si ça n'atteindra probablement jamais le 1 million de codes d'écoute ou peu importe, tu sais. Je trouve que tu peux quand même écouter une chanson puis dire, hey, tu sais, c'est ce gars-là qui a participé, ou tu sais, ces gars-là, ou mettons, mes albums avec les autres bands que j'ai fait, mais tu sais, je suis capable de savoir où j'étais dans ma vie. Fait que tu sais, c'est vraiment des drapeaux d'une vie, en tout cas. Là, ça a de l'air super vaporeux puis mêlant, là, mais... je comprends ce que tu veux dire. Ça met des points sur certains moments de ta vie. Exact. Que ça te ramène directement, justement, à ça quand tu écoutes ça, mettons. Exact. Puis aussi, comment tu te sens quand tu relances, justement, tu sais, là, vous passez le temps en studio, puis tout ça, puis là, c'est le moment de lancer au monde là, ce que tu as fait, tes tripes et tes émotions. Est-ce que tu as un stress vis-à-vis de ça? Est-ce que tu as une anxiété qui se crée à ce moment-là? Pas vraiment. C'est sûr que, tu sais, les bons commentaires quand ils viennent, ben, je veux dire, il y a personne qui crache là-dessus. Mais tu sais, je suis pas à la recherche de validation, peu importe. Personnellement, je peux pas parler pour les autres, mais moi, je le fais pour moi. Fait que quand même que c'est juste ma mère qui l'écoute, mes parents, peu importe, mais tu sais, ça sera ça. Moi, je l'ai fait, j'ai vécu le trip de le faire, puis je serais pas déçu s'il y a juste 15 personnes qui l'ont écouté, parce que moi, ça représente plus que ça. Puis, si on remonte un peu encore dans le passé, c'est quoi qui t'a attiré dans la musique agressive, justement? Ben, c'est malgré moi, en fait, c'est mon beau-père... quand j'étais vraiment jeune, tu sais, lui, dans le char, il gêne pas, là, je veux dire, super cool comme gars, puis on écoutait du gros métal sale. Puis lui était abonné à un magazine que eux autres, ils fournissaient, je me souviens plus du nom du magazine, c'était un magazine européen, puis eux autres, ils fournissaient un CD, puis c'était toujours des compilations des nouveautés, puis t'avais, c'était la première fois que j'entendais ça, c'était du brutal death metal. On en remonte en 2003-2004, là. Puis, tu sais, c'est un non-sens, là, quand t'as comme 6 ans, puis que t'écoutes ça, puis t'es « Wow, qu'est-ce qui se passe? » C'est beaucoup de bruit, de vraiment. Puis lui, c'est un gros mélomane, puis justement, il a grandi avec des Cannibal Corpse, puis... Du Devorm. Lui, en fait, son critère d'achat, c'est dans le temps, tu ne fais pas vraiment écouter ce que tu achetais, tu te basais sur la pochette. Puis lui, son critère d'achat, c'était faut que la pochette soit dégueulasse. Il faut que ça soit une fille éventrée, tout nue, qui, des affaires comme pas possible. Puis je me souviens, il me montrait ses cassettes, puis il tripait, puis j'étais qu'est-ce qui se passe? Puis, mais tu sais, c'était super cool, puis à cette heure, je comprends, mais quand t'es jeune, t'es genre, what? Puis ironiquement, je sais pas si tu te souviens de ça, il y avait un documentaire de métal qui est peut-être Heavy metal au cœur de la bête. Au cœur de la bête. Puis ça, moi, ça m'a donné une autre perspective complète du métal parce que j'avais juste ma niche que moi j'écoutais. Fait que j'avais pas le spectre complet puis de l'histoire du métal puis tout ça. Puis ça m'a vraiment ouvert les yeux puis comme créer des flammes puis justement ouvrir mes horizons d'écoute. Là. Mais ouais, ça a contribué. Puis, qu'est-ce qui te donne envie, justement, de commencer à screamer? Je pense que c'est comme une accumulation de colère. Tu sais, quand t'es jeune, là,
t'as de la colère, tu sais pas pourquoi, ou c'est fondé, peu importe, puis c'est tellement, puis justement, je veux dire, ça faisait pas 3 jours que j'écoutais du métal, puis je m'en vais gueuler dans une maison de pratique, là, je veux dire, il y avait des années, fait que je voyais justement vouloir imiter ou peu importe, puis quand tu le fais, puis que tu fais « Oh my God, ça... J'ai quelque chose. J'ai quelque chose, j'ai une émotion, puis... J'ai mal à la gorge, mais j'ai quelque chose. Ah, écoute! Oups, j'ai piqué, je pense. Mais, ouais, fait que c'est vraiment ça qui me... Puis, tu sais, je veux dire, j'aurais voulu jouer de la guitare, de la bass, du drum, fait que je pouvais pas, fait que la job facile. Autant crier dans un micro, là, mais ouais. Ils pensent que c'est la job facile aussi. Mais justement, comment que tu peaufines ça, là, ton scream, puis tout ça, que tu pars du gars qui chante une coupe de tunes, qui a la gorge arrachée, au gars qui peut faire un show complet, puis est encore correct après? Ben, écoute, ça, c'est... Il y a une grosse historique. Je pense que c'est à force de pratiquer la comptine classique, là, à force de pratiquer, tu vas être meilleur. Mais tu sais, aussi beaucoup de critiques envers soi-même, c'est ça qui va te permettre de t'améliorer, moi, personnellement. C'est ce que je pense. Puis, j'ai écouté, je sais pas si tu la connais, Melissa Cross de Zen of Screaming. Ouais, c'est elle qui donne des cours, là, justement, de Scream. Là, exact. Puis, comme tous les plus grands chanteurs. Oui, puis... exact. Ça a l'air super cucu, ce que je veux dire, mais moi, j'ai écouté son DVD, comme son premier DVD sur un DVD gravé, puis elle donne tellement des bons trucs, puis des trucs que tu peux pas vraiment... que YouTube va pas t'apprendre, que la rue t'apprendra pas nécessairement. Elle vient un peu rendre ce domaine-là qui est complètement fucké, puis que le monde comprenne pas. Que le monde comprenne pas, puis qui font que juger. Puis elle amène une perspective que, non, il y a une technique derrière ça, il y a vraiment une façon de faire. C'est un instrument au final. Là. Fait que ouais, j'avais écouté ça. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à faire des échauffements, exemple avant un show ou avant d'aller enregistrer. Puis je voyais vraiment la différence jour-nuit. Ça l'a beaucoup contribué. Sur l'expérience, ça ajoute énormément. Faire du studio, c'est comme ça qui va te faire monter d'une coche. Parce qu'il est là le concret. Quand tu vas jammer dans un local de pratique, tu es tellement dans une zone de confort, tu es tellement dans le acquis de on se plante puis c'est pas trop grave. Mais en studio, tu n'as pas ce buffer-là. Donc ouais, faire du studio, ça aide énormément. Puis d'être, comme je reviens à ce que je disais initialement, d'être critique envers soi-même, je pense que c'est ça, sans que ça devienne toxique puis néfaste pour toi, là, mais tu sais, de réaliser que ouais, ça c'est moyen, ça c'est bon, ben tu sais, explore cette zone-là. Pas être paresseux sur ta technique. Exact. Puis d'explorer aussi, tu sais, j'expliquais tout à l'heure justement que moi j'ai grandi avec le nu metal, puis le nu metal, il y en a gros qui ont du jugement par rapport à ça, mais une chose que tout le monde s'entende, c'est que les plus grands chanteurs metal, selon moi, c'est dans le nu metal. Parce qu'il faut que tu fasses une balance entre du clean vocal, du chant chanté normal, puis du scream. Puis il faut que tu mélanges les deux. Puis les deux se mélangent drôlement quand tu fais du live. Puis fait que, tu viens qu'à explorer deux domaines complètement, mais dans ton même credo. Puis ça m'a aidé justement à prendre à gauche, prendre à droite. Tandis que si t'écoutes. Puis de l'amener aussi dans tes chansons. Puis de l'adapter à ta sauce, à ta personnalité, puis pas vouloir copier ton voisin non plus. Fait que quoi. Ça a-tu été quelque chose aussi quand t'as commencé à chanter clean, à accepter ta voix clean? Souvent quand t'as fait du scream tout le temps, puis là t'es comme, bon, là, faudrait que je fasse du clean, tabarnak. Ouais, je te dirais que j'étais encore dans ce processus-là. Ben, moi, en 2014, 2015, ouais, j'ai eu un groupe rock, justement avec Fred, mon drummer, puis j'avais la voix blues. On n'avait pas tant de scream tant que ça dans les chansons. Fait que je devais explorer, malgré moi, ce côté-là. Fait que ça te pousse à aller dans une direction que j'aurais jamais opté. Si j'avais juste continué à faire des bands metal. Puis c'est là que je me suis rendu compte, OK, ouais, la force de pouvoir comme
adoucir une chanson, puis d'en revenir en force au lieu d'être toujours dans le tapis. dans le tapis. Fait que ça te permet de nuancer un peu ça fait du bien à l'écoute aussi. Là. Extrêmement, ouais. Puis, Puis justement, ben là, avec ce groupe-là, ben, j'ai voulu explorer encore plus soft. Puis d'être vraiment plus vulnérable. Justement, on a une de nos chansons qui est un peu une balade, mais dans le contexte, là, c'est-à-dire une balade de métal. Balade de métal, mais sans aller dans le kitten, mais plus à la Deftones, à la Tool, quand c'est plus relax. Plus stoner. Plus stoner, vraiment. Puis justement, moi, de la façon que j'écris, c'est comme toujours, on suit un protagoniste, puis ce dit protagoniste-là, il est dans un moment vraiment de vulnérabilité. Puis la voix, son rôle, c'est vraiment de refléter ce qui est dit dans les paroles, selon moi. Fait que c'est de se mettre dans cet état-là, d'adopter le vocal par rapport à ces dites paroles-là. Fait que ça, c'était vraiment difficile de se réécouter puis de faire « OK, ouais, ça, c'est dégueulasse. » Jusqu'à arriver à un moment où c'est intéressant. Là. Ouais, ben, c'est ça, c'est se réécouter, là, c'est le style d'enfer. Moi, encore aujourd'hui avec le podcast, là, des fois, là, quand il faut que je fasse du montage, je suis comme, oh my God. Ma voix, ça fait 300 quelques épisodes. Non, je suis pas capable encore. C'est dur, c'est accepté. Oui, ça faisait, j'ai réécouté, justement, tu m'en parlais tantôt, mais l'entrevue qu'on a faite avec Laurent de Beru, je l'ai réécouté, je sais pas, ça fait combien d'années, ça fait 5 ans là, qu'on fait le podcast. Je pense que la dernière fois que j'ai réécouté un épisode complet, c'est dans la première année. Là. C'est l'excitation qu'on commence. Produit, mais puis ça, genre, je trouvais ça encore dur aussi, même si on n'a pas pu parler beaucoup. Là. Mais je pense que tu disais justement dans cette entrevue-là que tu étais nerveux. Là. Ouais, mais là, c'est ça. J'avais quelqu'un que j'avais, que je suis depuis que j'ai 5 ans, là, que je rencontre, que c'était de quoi de un peu inespéré là, comme entrevue. Là, fait que, ouais. Ah, c'était de quoi? C'était un moment. Puis, on va s'enligner tranquillement pour parler des chansons, puis closer ça tranquille. Mais avant, j'aimerais ça savoir c'est quoi qu'on peut s'attendre là, un peu dans le futur là, du groupe. Là, il y a un album qui est quand même prêt, là, si je peux comprendre, qui va sortir éventuellement. Y a-tu déjà de la composition pour un autre que vous avez commencé tant qu'être dans l'attente de la sortie? Ouais, justement, ben, on a un album de 10 chansons, une totalité d'environ 50 minutes qui dort présentement. Donc, on entend la bonne opportunité de le lancer. Comme qu'on faisait mention tout à l'heure, justement, de se greffer à une plateforme qui va nous permettre des auditeurs. Donc, jusqu'au moment où on a un oui ou un non, ben là, ça va être le moment où ça va être lancé. Parallèle à ça, justement, on n'est pas assis sur nos lauriers. Donc, moi, de mon côté, je sors de la musique, j'écris des paroles, j'ai les autres membres qui contribuent. Donc, on a, comme je sais pas, j'en ai glissé un mot tout à l'heure, mais moi, j'aime ça écrire des concepts. Donc, c'est très conceptuel comme musique. Fait que ça, c'est déjà, les balises importantes sont déjà établies. Donc, par la suite, c'est juste de remplir les cases pour monter le tout. Là. Donc, le squelette, il est déjà pas mal avancé. Cool. Puis, on est-tu capable de savoir un peu sur quoi que tu t'enlignes dans tes inspirations pour ce qui s'en vient dans les prochaines compositions? Ouais, ben, en fait, de la façon que c'est parti, ça se peut, puis je m'avance sur quelque chose que je peux pas confirmer, mais ça s'annonce pour un double album. Puis, tu sais, je veux dire, on est très avant le temps, là. Donc, de ma façon que je vois ça, c'est un double album, puis c'est un peu une continuité de cet album-là que vous pouvez pas écouter. C'est une continuité. Qui s'en vient. C'est ça, c'est une continuité qui est narrative. Sans vous dire plus, il y a la première partie, elle risque d'être extrêmement agressive. C'est un peu. Puis le moment d'aujourd'hui, exemple, pas aujourd'hui là, mais de la situation avec le band, c'est un peu là-dedans que je puise mon inspiration. C'est quand même quelqu'un d'impatient dans la vie, puis je clique assez rapidement. Donc, je viens puiser là-dedans pour pas faire de choix complètement jambon par rapport au groupe, d'être patient. Donc, c'est comme mon défouloir, puis je pense qu'on va être capable de le ressentir par rapport aux chansons. Puis, j'ai des moments calmes, fait que ça, c'est la deuxième partie qui va être beaucoup plus vaporeuse.
Le premier album qu'on a en ce moment, puis les chansons que vous pouvez écouter aujourd'hui, viennent un peu pallier ces deux univers-là, autant agressifs que vaporeuses, que, tu sais, on explore... C'est de quoi que vous voudriez vous enligner plus, un côté stoner, justement, quand tu parles de côté vaporeux? C'est-tu quoi qui t'inspire pas mal en ce moment? En ce moment, oui. Demain, je sais pas. Tu sais, je déteste un peu c'est classique, puis je veux dire, tout le monde dit ça, mais je déteste me mettre dans une case puis dire, nous, on fait du stoner, puis les chansons que tu vas t'attendre, ça va être du stoner. Puis moi, je me tanne vite un peu quand c'est mon projet de cette façon-là. Donc, tu sais, j'ai fait des chansons acoustiques, mais tu sais, j'aimerais ça l'adapter pour que ça soit présentable puis concis avec l'essence du band. Donc, j'aime explorer. Puis encore là, ben, c'est mes racines nu metal qui viennent parler. Que, je veux dire, tu écoutes un album, on parle, mettons, avant 2008. Là. Ouais. Tu savais pas à quoi t'attendre. Tu pouvais écouter Volume 3, Subliminal Verse de Slipknot, puis tu avais des tunes qui t'arrachaient, puis que tu te cognais la tête sur les murs, puis après ça, tune acoustique. Circle. Ouais, c'est ça, exact. Puis ils finissent sur une tune au piano, t'es comme, what? Puis après ça, tu avais Iowa avant, que au travers du gros bûchage, tu avais des tunes qui explosaient, puis qui étaient un petit peu plus pop. Là. Mais tu sais, ça marchait au bout. Là. Fait que, ouais, on est plus dans cette fait qu'on peut, dans le fond, s'attendre à avoir toujours une évolution dans le son au fil des années là, qui s'en viennent. Là. Exact. Moi, je pense que c'est tant si longtemps que moi, quand on va faire de la musique, tout le groupe ensemble, puis qu'il va avoir un effet de surprise quand on va sortir des compositions, tant si longtemps que c'est là, le band va continuer. Mais je pense que le moment où on commence à rouler notre boss, puis que ça vient du pareil au même. Ça pogne, ça marche. Ça. Ben, c'est un peu un red flag pour dire, regarde, il y a de quoi, là. Fait que, ouais. Alright, bien super intéressant, man. Fait qu'on va s'aligner sur les chansons que tu m'as envoyées. On va commencer par parler des deux tiennes. Je te laisse nous les présenter. De quoi que ça nous parle, ces chansons-là, le contexte un peu. Ouais, ben, dans le fond, de la façon que j'ai monté l'album, ben, c'est un concept qui a un peu place à l'interprétation. C'est une suite narrative de A à B. Donc, il y a une suite logique qui va être englouti de métaphores et de là la place à l'interprétation, mais il y a vraiment un filon qui est continu. L'une des chansons que je t'ai envoyée, c'est Délire Mantique. Puis dans le fond, Délire Mantique, c'est un peu un. Si tu cherches qu'est-ce que ça veut dire, mantique, c'est un peu comme des rêves divinatoires, les oracles là, dans le temps de la Grèce antique. Ben, il était très dans cette veine-là. Donc, c'est un peu, un peu comme très rêveur comme titre. C'est un peu prémonitoire, un peu comme essence au niveau des paroles. Donc, puis justement, on essaie d'explorer ça avec un côté un peu plus vaporeux, mais qui est quand même relativement agressif parce que le contexte est sombre. OK. Puis après ça, on va avec ta deuxième chanson qui est L'Astre de velours. Ouais, L'Astre de velours qui elle, dans le fond, c'est vraiment un long filon qu'on essaie de... Oui, on a des refrains qui reviennent, mais tu sais, c'est des verses qui sont différents à chaque segment. Fait que c'est vraiment plus une structure qui est un petit peu plus progressive, un peu comme Opeth ou des Mastodon, même leur vieux matériel. Donc, plus dans ce credo-là. Puis au niveau des paroles, ben, tu sais, il y a une essence de manipulation qui est très présente. Donc, dans les chansons, je vais parler de la main funeste, ça vient t'attirer, elle est super envoûtante, c'est très un mirage, etc. Mais finalement, c'est de la manipulation malsaine exemple, on a tous déjà vécu de se faire manipuler, puis finalement de se faire stabber dans le dos. Fait que c'est un peu ça la grosse balise, l'essence même, puis derrière, si ça vous intéresse, il y a une histoire. Il y a une histoire. Il y a une histoire, c'est qu'on vous laisse découvrir, tabarnak. Exact. Utilisez votre cerveau. Puis tu nous as amené aussi une découverte de la formation Mort. Exact. Qui est le titre de la chanson, c'est La bourse ou la vie.
Ça, c'est un band. En fait, c'est le premier band francophone métal qui m'a ouvert l'esprit en me disant OK, ça se peut faire du métal francophone. C'est un band de la France. C'est Silence Radio depuis environ 2014. Ils ont fait 3 albums jusqu'à présent. Okay. C'est extrêmement bon, extrêmement pas populaire, extrêmement underground. Puis honnêtement, allez sur Bandcamp si jamais ça vous intéresse. J'ai pris une chanson qui était environ 5 minutes, mais tu sais, attendez-vous à 18-10 minutes. Puis c'est pas du doom metal, là. Je veux dire, ça puise dans le punk, c'est barres, puis c'est vraiment, vraiment bon. OK, cool, man. Mais merci, on va découvrir ça. Je connais pas ça non plus. Puis, si on peut vous suivre, vous encourager, c'est quoi les meilleures places là, pour plug toi? Là, c'est Même place que tout le monde, Facebook, Instagram, YouTube. On est un petit peu plus actif sur l'Instagram que le Facebook. La crowd est comme plus ou moins là. Ça a changé au fil des années. Facebook, c'est mort. Facebook, c'est un peu mort. Puis c'est pas intéressant. Puis l'esthétique, en tout cas, bref, ça nous intéresse pas. Tandis que l'Instagram, j'aime l'aspect que c'est un portail sur un peu plus la vie privée de l'artiste. Puis ça, on aime bien ça. Puis moi, je navigue dans le domaine du développement web. Donc, je suis en train de travailler sur un site web. Donc, tous les aspects archaïques, là, c'est-à-dire faire des albums, avoir un site web, ça s'en vient. Alright, est-ce que vous êtes sur Bandcamp? Pas encore? Ouais. Bandcamp, oui. Bandcamp, ça doit être la meilleure place pour acheter de quoi si on veut de quoi de votre part. Exact, Bandcamp. On a sorti justement 3 chansons sous format single pour justement avoir quelque chose de tangible pour les auditeurs. Mais sachez que ces 3 chansons-là vont se retrouver dans l'album. Alright, merci beaucoup, man. C'était un plaisir de te rencontrer puis de jaser de ton band. Puis nous, pour Du bruit à mes oreilles, si vous voulez nous suivre, Facebook, Instagram, là, comme toi, dubruitmesoreilles.com, nous autres, on l'a le site web. Yes. Puis c'est ça, c'est meilleure place, Patreon, si vous voulez nous encourager, puis Twitch. Il y a moyen de nous donner un petit peu d'argent vis-à-vis ces plateformes-là. Puis on se laisse sur les 3 chansons que tu nous présentes. Puis on se dit à la prochaine, tout le monde. Bonne semaine. Merci.